Bon, bah, à la suite, bah, écoutez, super journée. Alors aujourd'hui, en plus, c'est une grosse journée Facebook, hein. Il y a CEO de Facebook qui est à Paris, la numéro 2. Julien est basé en Angleterre, travaille pour Facebook. On a la chance qu'il soit français, donc contrairement à la NASA, vous ne serez pas obligé d'écouter tout en anglais. Un peu déçu. Bon, à part pour Kaline, qui est américaine et qui comprend tout, sinon j'ai cru remarquer qu'il y avait 2-3 problèmes en anglais. Voilà, donc on est hyper content de le recevoir. Bien évidemment, on est très content. J'espère que vous vous rendez compte de la chance qu'on a d'avoir Facebook qui vient vous voir aujourd'hui. Écoutez, ben, je vais le laisser démarrer. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente conférence. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Julien Codorniou, je suis très content d'être ici. Ça faisait très longtemps que je voulais venir à 42 et je suis ravi de l'invitation. Et je suis très honoré de pouvoir parler de ce sujet-là, les hackers, avec vous. Je voulais faire cette présentation parce que j'avais écrit un article il y a quelques mois dans Le Monde sur l'importance des hackers dans l'écosystème français et l'importance des hackers dans l'industrie du logiciel. Et pourquoi, en gros, les hackers allaient rule the world, en gros, allaient prendre le contrôle du monde. Et en discutant avec Wam, on s'est dit que ça ferait pas mal de sens de venir en parler devant vous et de vous raconter des histoires de hackers français qui ont réussi, de hackers américains qui ont réussi, et de voir comment les développeurs, les hackers font de très bons entrepreneurs et en général essayer de voir comment les meilleurs entrepreneurs du monde et les plus grands patrons du monde ont tous commencé par le code, par le développement. Donc ça va être le sujet du jour. Avant de commencer, Facebook recrute énormément de développeurs à Paris et à Londres. On recherche 100 développeurs à Londres et on se fout de vos diplômes, du bac, pas bac, etc. Donc si ça vous intéresse, facebook.com/carrière. On recherche même des stagiaires pour l'été, si ça vous tente. Et vraiment, c'est que du code, donc j'imagine que ça vous plaira. Donc allez sur le site ou envoyez-moi un email. Donc le titre de la présentation, c'est les hackers. Quelques mots sur moi. Donc je travaille chez Facebook Europe. Je suis entré il y a 3 ans. Je m'occupe de l'équipe plateforme. Donc c'est l'équipe qui gère l'écosystème des partenaires Facebook en Europe. On travaille notamment en France avec des gens comme Deezer, avec des gens comme Pretty Simple, avec des gens comme Dailymotion. Enfin, tous les développeurs et partenaires qui veulent utiliser Facebook pour gagner en distribution et toucher nos 1,2 milliard d'utilisateurs, que ce soit sur le web ou sur le mobile. Et avant ça, j'ai fait 6 ans chez Microsoft, 2 ans au siège à Redmond et 4 ans en France. Donc les hackers. Alors je voulais commencer par vous raconter une histoire vraie, lue dans Le Monde en 1987, le 2 juillet 1987. C'est l'histoire d'un petit pirate. Je crois que c'est la première fois que Le Monde parlait de piratage et de hackers. D'un petit pirate qui avait réussi à pénétrer les systèmes d'information de l'Élysée sous François Mitterrand. Donc le truc pas mal. Et on nous explique que le petit pirate, il a 21 ans, et en plus il leur donne des leçons. C'est-à-dire que le pirate, il dit qu'il suffit d'un ordinateur à moins de 10 000 francs et d'un peu de patience, le temps d'essayer les multiples combinaisons qui sont censées protéger l'accès au réseau Transpac des PTT. Donc en gros, il raconte comment ce petit pirate de 20 ans a réussi à pénétrer les systèmes de l'Élysée. Donc la question c'est, est-ce que vous savez qui est ce petit pirate de 20 ans qui s'est fait connaître dans le monde, qui a fait plein de choses depuis, mais dont la première fois qu'on a parlé de lui, on a dit c'est un pirate informatique de 20 ans. Est-ce que vous savez qui c'est? Est-ce que vous voulez un indice? C'est le mec qui paye tout ici. Xavier Niel. Pas mal. Pas mal. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il a fini par racheter le monde quelques années après, avec des amis. Mais je trouve que c'est une super histoire parce que ça montre que le type qui fait rêver toute une génération d'entrepreneurs, de développeurs, d'étudiants, de mecs comme moi, le type qui a créé la plus belle boîte en France depuis 30 ans, il a démarré en étant un développeur. Il a démarré en étant pirate, d'après Le Monde. Il n'a pas fait ça pour choper des informations confidentielles, il a fait ça juste parce que ça l'intéressait et pour prouver qu'il était capable de le faire. C'est ce qu'on appelle un white hacker, et vous connaissez ça très bien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en France, les grands entrepreneurs et les grands patrons comme Xavier sont des gens qui ont commencé comme ça par le code et qui sortent de nulle part, qui viennent vraiment de nulle part, qui n'ont pas forcément de diplôme, qui n'ont pas forcément été en école ou qui n'ont pas voulu y aller et qui ont réussi à créer des super boîtes. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur? Vous savez pas? C'est Daniel Marelli.
Daniel Marelli, c'est le fondateur et directeur technique de Deezer. Je ne sais même pas s'il a le bac, Daniel. J'espère que oui, j'imagine que oui. Mais en gros, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Et quand il avait 17-18 ans, il a commencé à coder et à vivre de son activité de développeur, de monter des boîtes par-ci par-là. Et puis un jour, il a eu l'idée de créer Deezer. Et il a été voir, avant que la boîte soit créée, il a été voir Xavier Niel. Et Xavier lui a dit au bout d'une demi-heure, écoute, j'y crois à fond, je te donne 300 000 euros. Et aujourd'hui, Deezer, il a créé la boîte pour encaisser le chèque de Xavier. Et aujourd'hui, Deezer, ça vaut au minimum 600-700 millions d'euros. Et c'est une boîte qui embauche 150 personnes, qui est leader en France évidemment, qui est leader en Amérique du Sud, qui se développe partout. Et Daniel, donc, entrepreneur, développeur, hacker, tout comme Xavier, c'est quelqu'un qui sort de nulle part et qui s'est fait par le code. Et c'est un grand patron parce que c'est un grand développeur. Et c'est toujours un grand développeur. C'est toujours lui qui code une grande partie de Deezer.com sur le web et sur mobile. Un autre exemple, c'est lui. Vous connaissez ou pas? Non? Jean-David Blanc. C'est le fondateur d'Allociné. Pareil, lui, il était tellement hacker que le jour de son bac français, la police est venue le chercher. Il a dit, je peux pas vous suivre parce que j'ai le bac français, mais il avait piraté un truc, les serveurs d'une SS2I, donc la police est venue le chercher. Il a dû aller au poste. Il a eu son bac quand même. Et après, il a créé Allociné. Il a vendu Allociné très bien en 2000. Et puis depuis, il a investi. Il a investi notamment dans Mythic, en seed, en tour d'amorçage. C'était un des premiers investisseurs dans Mythic. Il a investi dans plein d'autres boîtes. Il est investisseur dans Square. Et il vient d'avoir un bébé avec cette très jolie actrice hollywoodienne. Comme quoi le code mène à tout. Lui, vous le connaissez? Jean-Michel Aulas. Vous saviez que c'était un développeur à la base, Jean-Michel Aulas? C'est un vrai développeur. Jean-Michel Aulas, en 1982, il s'est dit, il y a un business, il y a un marché pour les logiciels de comptabilité entreprise, et je vais créer ma boîte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, en France, en 1982, savait déjà que le logiciel pouvait être une industrie et qu'il y aurait un marché pour ce genre de logiciel. Et donc il a créé sa boîte Cégide, il a fait plein d'acquisitions, il est allé en bourse. À côté, il a évidemment repris le club de foot de Lyon, il a gagné 7 fois le championnat de France. Mais à la base, Jean-Michel Aulas, c'est un petit développeur, et je crois qu'il a juste un BTS. Et imaginez ce que serait la France s'il y en avait deux, des Jean-Michel Aulas, ou deux Deezer, ou deux Daniel Marelli, ou deux Xavier. Lui, est-ce que vous savez qui c'est? C'est peut-être le plus grand entrepreneur de toute l'histoire du software. D'après moi. C'est pas un Français. C'est une photo qui a été prise quand il était à Harvard, qui branlait rien, il n'allait pas en cours, ça ne l'intéressait pas du tout, première année. Il passait ses journées à jouer au poker et à faire du code. Vous savez qui c'est? Non. Bill Gates. Bill Gates, c'est pareil. Il vient d'une famille aisée de Seattle. Il a découvert l'ordinateur quand il avait 12-13 ans. Il a pensé qu'à ça, il faisait que ça, que de coder. Il a créé une première boîte qui n'a pas marché. Les gens ne le savent pas, mais il avait créé une boîte qui faisait un système de billing pour les autoroutes de Seattle, qui s'appelait Traf Odata, qui n'a pas marché du tout. Il s'est bien rattrapé après avec Microsoft, quand il a vu le potentiel de l'ordinateur individuel, quand il a découvert l'Altair, quand il a développé Basic. Mais à la base, Bill Gates, c'est quelqu'un qui a arrêté l'école au bout de 6 mois pour créer sa boîte de logiciels. Alors qu'il y avait peut-être une centaine de personnes dans le monde qui avaient vu l'opportunité et qui savaient que le logiciel deviendrait une industrie. Un autre exemple, c'est mon patron. Je suis obligé de le mettre. Mais c'est pareil. Il a été à Harvard, au bout de 6 mois, il a arrêté. Il s'est fait choper. Vous avez vu le film, j'imagine? Pas un très bon film, tout n'est pas vrai, mais c'est pareil. Il s'est fait gauler parce qu'il avait fait un logiciel qui mettait, un peu comme Tinder en fait, on dit si les gens sont bien ou pas bien et ça match, etc. Il s'était fait gauler pour ça, il avait failli se faire virer, et juste après ça, il a créé thefacebook.com qui est devenu facebook.com, et il a quitté Harvard assez vite, il s'est installé à San Francisco, il a levé de l'argent, et aujourd'hui Facebook ça vaut 160 milliards de dollars. Mais pareil, si vous lui demandez quel est son job, si vous regardez le seul CV qu'il a fait, il met « Je suis le meilleur développeur du monde ». À mon avis, il est content d'être patron, il est content d'être entrepreneur, mais pour lui, c'est un développeur. Et il est très très fier d'être développeur. Et c'est important de le dire parce qu'en France, on ne dit pas le développeur, c'est pas le mec qu'on met en avant, c'est pas le mec qui est valorisé. Aux États-Unis, pour les Gates, pour les Zuckerberg, être développeur, c'est le top du top du top. Ils sont très fiers d'être développeurs. Et j'imagine et j'espère que vous êtes très fiers d'être développeur aussi. Je peux en parler parce que je ne suis pas développeur. J'ai bifurqué, je suis ce qu'on appelle un épicier. Et je parle de ces gens-là parce qu'ils ont tous en commun d'avoir créé des boîtes dans le business du software, dans l'industrie du software, l'industrie du logiciel. Et l'industrie du logiciel, c'est une industrie qui est complètement à part. On peut la comparer à aucune autre industrie.
C'est une industrie, c'est une sorte de méritocratie absolue. C'est-à-dire que le meilleur gagne, le meilleur développeur gagne. Bill Gates, il a réussi parce que dans son organisation, et à ce moment-là, dans le monde, c'était peut-être le meilleur développeur. Mark Zuckerberg, c'est à mon avis aussi, et c'est chez Facebook le meilleur développeur. Et le meilleur développeur, il finit tout en haut de la pyramide. Il n'y a pas beaucoup d'industries comme ça. Chez Facebook, on dit que le code gagne les arguments. Ça veut dire que quelle que soit votre école, quelle que soit votre famille, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de truc comme ça dans le logiciel. Le code gagne sur tous les arguments. Et ça, c'est important. Et ce genre de réflexe, ce genre de méritocratie, n'existe que, à mon avis, que dans l'industrie logicielle. C'est pour ça que c'est la plus belle industrie. Et c'est pour ça que vous avez de la chance d'être là et d'apprendre ce métier. Vous savez qui c'est ? Steve Jobs. C'est une photo qui est prise d'une vidéo qui s'appelle The Lost Interview. Si vous avez 72 minutes à perdre, ou plutôt à gagner aujourd'hui, vous allez sur YouTube et vous tapez Steve Jobs Lost Interview. C'est une interview qu'il a réalisée quand il était chez Next, 1 an avant qu'Apple le rachète. Donc il était vraiment au fond du trou. Il avait fait Apple avant, il s'est fait virer, il avait recréé Next qui allait pas très bien. Et un journaliste qui est venu le voir et qui lui a posé plein de questions sur Apple, sur Next, sur ce qu'il fallait faire dans cette industrie-là. Et il répond vraiment en toute franchise. Et à un moment donné, il parle de l'industrie du logiciel. Et il dit le logiciel, le software, c'est la seule industrie où la différence entre un moyen et un très bon, elle est de 1 à 50, voire de 1 à 100. C'est-à-dire que la différence entre un chauffeur taxi bon et un chauffeur taxi excellent, c'est quoi? C'est 20%? Peut-être. La différence entre un bon ouvrier et un très bon ouvrier, c'est quoi? C'est 50% ou même 200%. Le logiciel, c'est la seule industrie où un super bon, il vaut 50 ou 100 moyens, ou plus. Et la chance qu'on a en France, c'est qu'on sait produire des gens comme ça qui sont très 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 bons. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est les écoles, je ne pense même pas, est-ce que c'est les Français qui aiment bien coder, qui aiment bien résoudre des problèmes, mais on sait produire des gens qui savent produire du code de très bonne qualité et qui savent créer des boîtes, qui savent créer des logiciels qui vont être utilisés par des millions de personnes. Est-ce que vous savez qui c'est, lui? Non? C'est Jérôme Rota. C'est un Français qui était à Nice. Il habitait à Nice, un vraiment développeur hacker. Je ne sais même pas s'il avait fait une école d'informatique. Le type était vraiment... il codait tous les jours et toute la nuit, et un jour il s'est amusé à faire du reverse engineering sur Windows Media Player. Et puis il a réussi à trouver un codec de compression-décompression pour les vidéos qui a été super performant. Et il a créé un format qu'on appelle le DivX. À 22 ans. Et puis il a essayé de monter son truc en France, et puis il a vu que les gens ne comprenaient pas, comme il avait fait du reverse engineering, les gens ont flippé, et il a eu un appel d'un mec à San Diego qui lui a dit: écoute, j'ai vu ton truc là, le DivX, c'est génial, je suis sûr qu'on peut créer un super business. Il a appelé, Jérôme, il est parti à San Diego, il est parti dans un incubateur avec le mec qu'il avait appelé, c'est un mec comme moi, un épicier qui ne savait pas coder, mais il a tout de suite vu qu'il y avait un truc à faire avec Jérôme et avec son bout de code. Et ils ont créé la boîte, ils ont levé 8 millions de dollars, et puis... je crois qu'au bout de 3 ans, ils sont partis en bourse pour 500 millions et ils se sont fait racheter encore plus cher que ça il n'y a pas longtemps. Mais ce type-là, tout seul à Nice, le DivX a évolué après, mais lui, tout seul à Nice, il a développé un bout de logiciel qu'on retrouve aujourd'hui dans des centaines de millions de terminaux. Et ça, c'est beau. Un mec comme ça, tout seul, qui fait quelque chose comme ça, c'est beau. Et ça arrive en France. Et on sait produire des gens comme ça. Un autre exemple, c'est peut-être le plus grand développeur français vivant, Jean-Marie Hulot. Vous savez qui c'est? Non? C'est un type qui a fait l'INRIA, donc c'est un chercheur à la base. Et quand Steve Jobs a monté Next, Jean-Marie s'est intéressé à la plateforme et il a développé des logiciels. Je suis incapable de vous dire ce que c'est, mais en gros, il a développé un truc qui a vachement plu à Steve Jobs. Et Steve Jobs lui a dit: écoute, viens chez Next, dans la vallée, avec moi, monter la boîte, développer l'operating system, des applications, etc. Et aujourd'hui, le code qui a été développé par Jean-Marie Hulot, on l'a retrouvé dans Next, donc on le retrouve dans macOS 10, donc on le retrouve dans iOS. Ça veut dire que sans Jean-Marie Hulot, français, chercheur français, INRIA, il n'y aurait pas macOS 10, il n'y aurait pas d'iPhone, il n'y aurait pas d'iPad. On retrouve son code dans tous ces produits-là. Et après, il est reparti chez Apple, après l'acquisition, il est parti de chez Apple, il est revenu chez Apple, mais c'est un Français qui a fait des choses extraordinaires. On retrouve le fruit de sa propriété intellectuelle dans des millions et des millions de téléphones. Qui a un iPhone ici? Tout le monde a un iPhone. Ah, c'est marrant. Qui a Android? Ah, vous êtes vrai. C'est vraiment des nerds. C'est intéressant comme échantillon. Mais Jean-Marie Hulot, héros français. Un autre, alors celui-là, je pense que vous ne le connaissez pas.
savez qui c'est? C'est un monsieur qui s'appelle Eric Chahi. Eric Chahi, il travaillait c'est un Français, il travaillait dans les jeux vidéo, il faisait du graphisme dans les années 80. Et un jour, le mec, il s'est énervé. Il s'est enfermé tout seul dans sa chambre. Et il a passé plusieurs mois à développer ça. Vous connaissez ça? Il a développé ça tout seul. Another World. En gros, il a changé l'industrie des jeux vidéo. Tout seul. Il a tout fait. Il a fait le code, il a fait le graphisme, il a fait la musique, il a fait la pochette. Il a tout fait. Ce mec-là, c'est un génie parce que je pense que vous n'étiez même pas né quand le jeu est sorti, mais quand ça s'est sorti, c'était la révolution. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Another World, c'était la révolution. Et pas qu'en France, partout. C'est un des jeux les plus vendus dans le monde. Et quand les gens ont vu ça, ils se sont dit mais c'est pas possible. Le niveau de jeu était là, le mec s'enferme tout seul dans sa chambre et il met le niveau de jeu ici. Et ça, c'est exceptionnel. Et ça, on fait ça quand on est très bon développeur. Et en plus, il a fait les graphismes, il a fait la musique, il a tout fait. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, un génie français qui a réussi. Il n'est pas devenu PDG, il a continué à bosser pour les autres, notamment pour Ubisoft. Mais ce qu'il a fait tout seul, avec son talent, avec son travail, c'est exceptionnel. Et la France sait produire des gens comme ça. C'est pour ça que je suis optimiste. Le logiciel, c'est aussi une industrie où l'ascenseur social marche. Et ça, c'est très très rare en France. Il n'y a pas beaucoup de secteurs comme ça où on se fout de votre couleur de peau, de votre religion, de votre prénom. Ce qui compte, c'est le code. Et le logiciel, venez chez Facebook, venez voir chez Google, chez Microsoft. On retrouve de tout. Moi, dans mon équipe à Londres, il y a sur quasiment 20 personnes, il y a 10 nationalités différentes. Et c'est bien la diversité. Et la diversité, on la retrouve dans le logiciel. Allez dans une boîte française typique, vous ne retrouverez pas ce genre de diversité. Vous ne verrez pas les mêmes profils chez un Microsoft, chez un Google ou même chez un Free que vous verrez dans les grandes banques ou les grandes entreprises françaises. Et c'est ça qui est beau. L'ascenseur social marche. On peut partir de rien et arriver très très haut. Xavier, c'est un bon exemple. Il n'est pas héritier, Xavier. Il ne vient pas d'une grande famille. Il a appris tout seul. Il n'a pas été aidé par un fonds, par ses parents qui ont pu investir des millions d'euros. Il s'est fait tout seul. Pareil pour Bill Gates, pareil pour Mark Zuckerberg, pareil pour Daniel Marelli. C'est des gens qui se font tout seuls. Il n'y a pas de plafond de verre parce que vous n'avez pas le bon prénom, pas la bonne religion, etc. ou pas la bonne couleur de peau. Ça n'existe pas dans le logiciel. Il n'y a que le code qui compte. Et c'est ça qui est beau. 3 histoires sympas. Vous savez qui c'est lui? Il est déjà venu ici ou pas? Non? C'est Octave, c'est le type, un des types de la famille qui a créé OVH. Et OVH, c'est quand même une super boîte, quoi. C'est la plus belle réussite en France dans la tech depuis Free. C'est exceptionnel, OVH. Moi, quand j'étais chez Microsoft, au siège, on avait des réunions avec quelques présidents pour se dire comment arrêter la croissance d'OVH. Parce qu'ils faisaient baisser à eux tout seuls la part de marché mondiale de Windows Server. Avec leurs dizaines de milliers de trucs Linux, là. Ils rendaient malades les présidents de Microsoft. Et lui, il est polonais, il n'est pas né en France, il est polonais. Il est arrivé avec son papa et ses frères en France en 1990, à Roubaix. Et il y avait un article dans Le Monde où son père disait « On est arrivé en 1990 comme des brutes, sans un sou ». C'est-à-dire que le mec, il arrive en France en 90, je ne sais même pas s'il parle français, il n'a pas un rond. Et quelques années après, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est très bon en développeur, parce qu'il est très bon en hardware aussi, il arrive à créer une magnifique success story, pas simplement française, parce qu'OVH c'est mondial, mais ça c'est une belle histoire. Et ça on retrouve ça dans le logiciel. Est-ce que vous savez qui c'est lui? Non? Qu'est-ce que vous apprenez dans cette école? Vous payez combien pour cette école? C'est Yann Koum, c'est le fondateur de WhatsApp. 19 milliards WhatsApp quand même. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un immigré ukrainien qui est arrivé aux États-Unis quand il avait 16 ans, qui ne parlait pas anglais. Il vivait avec ce qu'on appelle des coupons de rationnement fournis par le gouvernement américain. Il n'avait vraiment pas un rond. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà codé, il avait déjà appris le développement et tout ça en Ukraine. Il s'est évidemment remis quand il est arrivé aux États-Unis. Il a bossé chez Yahoo, il a fait plein de choses bien chez Yahoo. Et ensuite, il a créé sa boîte. Et WhatsApp, aujourd'hui, c'est un logiciel, c'est un bout de code qui est utilisé par 450 millions de personnes tous les mois. Tous les jours, il y a 1 million de types qui installent WhatsApp pour la première fois sur leur téléphone. Pas beaucoup de boîtes qui font ça. 1 million de croissance journalière. Et c'est une belle histoire parce qu'il s'est vraiment fait tout seul. Il n'a pas été aidé.
C'est parce qu'il était bon, parce qu'il savait bien coder qu'il a réussi à faire ça. Et c'est parce que c'était un bon développeur que c'est devenu un bon entrepreneur. Parce qu'il a l'habitude de se démerder, surtout quand on habite en Ukraine. Et c'était avant la chute de l'URSS. Un autre exemple. Vous connaissez lui? Non? Lui, c'est Sean Fleming, aka Napster. Là, ça, c'est une photo de l'année dernière. Et ça, c'est une photo de, j'imagine, mars 2000, un truc comme ça. Vous savez ce que c'est, Napster? Bah, Sean Fanning, là, j'ai vu un documentaire sur lui l'autre jour à la télé. C'est un type qui vient d'une famille américaine vraiment de redneck, quoi. C'est-à-dire le père alcoolique, je ne sais même pas s'il était là, la mère, enfin la catastrophe familiale, quoi. Vraiment, il avait aucune chance de s'en sortir. Sauf qu'un jour, son oncle, il lui a offert un ordinateur. Et l'ordinateur, pour lui, c'était un moyen de s'évader, de s'échapper. Et il a appris à coder tout seul. Et il arrive en université, il avait fait plein de hacks. Il arrive en université parce qu'il savait bien coder, il avait été repéré comme talent. Il arrive en université et puis il a développé Napster pour s'amuser, pour partager des fichiers avec ses amis. Et je ne vais pas dire changer le monde parce que c'est très américain de dire ça, mais en tout cas, il a changé l'industrie de la musique. Il a créé de la disruption sur un marché qui était bloated, comme on dit. Et moi, la première fois que j'ai vu Napster, je me suis dit, ma vie vient de changer complètement. Il y a des logiciels comme ça, des fois, on se dit, il y a eu un avant et un après. Je dépensais quasiment tout mon argent en disque, ce type arrive, et je dépense plus rien. Mais c'est exceptionnel, parce qu'il était pas censé arriver là, ce mec-là. Après, il a créé plein de boîtes. Enfin, je m'inquiète pas pour lui, il a très très bien réussi. Mais il n'était pas censé être là. Il est arrivé là parce qu'un jour, quelqu'un lui a mis un PC devant les yeux. Et ça a changé sa vie. Et il s'est produit ce que Bill Gates appelle la magie du logiciel. C'est-à-dire qu'il a réussi à trouver sa voie grâce à cet ordinateur et grâce à la programmation. Et il a pu s'élever, et il a pu sortir de son milieu familial qui était vraiment, vraiment défavorable. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je raconte ces histoires? Et pourquoi je suis content de venir vous parler aujourd'hui? Je vous dis ça parce que le software, le logiciel, is eating the world. Le logiciel est en train de bouffer le monde. C'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Mark Andreessen, un autre développeur, entrepreneur, investisseur très célèbre qui a créé Netscape. Il a écrit un article dans le Wall Street Journal il y a 1 an et demi où il racontait ce phénomène-là, comment le logiciel était en train de bouffer le monde. Et il a dit ça, il a dit que toutes les sociétés, dans toutes les industries, devaient s'attendre à ce que la révolution vienne par le logiciel et qu'aucun secteur serait épargné. Un bon exemple de ça, c'est Borders contre Amazon. Borders, c'était l'équivalent de la Fnac aux États-Unis, qui a fermé, qui a déposé le bilan, parce qu'ils n'ont pas vu venir l'Internet, ils n'ont pas vu venir le software, et surtout, ils n'ont pas su trouver les bons développeurs pour attraper Amazon. Un autre exemple, c'est Netflix contre Blockbuster. Vous savez ce que c'est Blockbuster? C'est l'équivalent de Vidéo Future aux États-Unis. C'est des gens qui sont. Enfin, il y a 15 ans, tout le monde allait chez Blockbuster tous les jours à chercher une cassette ou un DVD. Netflix arrive avec un modèle de livraison de DVD, mais surtout avec un modèle de VOD et des super ingénieurs, un super service qui marche sur le web, sur mobile. Et aujourd'hui, Blockbuster, pareil, a fermé. Donc dans toutes les industries, il est en train de se passer une révolution du logiciel. Et le monde est en train de se couper en deux. Entre d'un côté les boîtes qui l'ont compris, les boîtes qui ont plein de développeurs, et les boîtes qui n'ont pas compris, ou les boîtes qui n'ont pas les bons développeurs, ou les boîtes qui n'ont pas assez de développeurs. Le monde vraiment se coupe en deux. Il y a des entreprises qui ont compris ça, qui ont réussi à faire la transition, et des entreprises qui n'ont pas compris. Et celles qui n'ont pas compris, elles sont toutes en train de crever. Toutes. Si ça n'a pas commencé, ça va commencer bientôt. Airbnb, vous connaissez? Est-ce que vous connaissez aussi le groupe Accor? À votre avis, combien ça vaut Accor en bourse? En milliards. Accor, c'est un des leaders mondiaux dans le domaine de l'hôtellerie. Ça vaut 7 milliards en bourse. Ils ont des hôtels, ils ont des bâtiments, ils ont des employés. Enfin, c'est du solide, quoi. C'est pas un petit truc, quoi. Devinez combien ça vaut Airbnb aujourd'hui? 10 milliards. Airbnb, ça n'existait pas il y a 6 ans. Les mecs, pareil, ils venaient de rien et ils ont financé leur projet en vendant des boîtes de céréales avec la gueule d'Obama dessus lors de la convention démocrate de 2008. C'est comme ça qu'ils ont réussi à financer la boîte, quoi. En faisant des fausses boîtes de céréales avec la tête d'Obama et en allant vendre ça aux démocrates lors d'un congrès démocrate. Aujourd'hui, ça vaut 10 milliards. Et c'est un super service. Et c'est un service à plein de gens.
Ça permet à des gens qui ne monétisaient pas leur logement ou qui avaient besoin de le faire, qui ne pouvaient pas le faire, de monétiser. Donc Accor, 7 milliards. Airbnb, 10 milliards. WhatsApp, 19 milliards. SFR, 15. Donc il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Et le dénominateur commun de toutes ces révolutions, de toutes ces boîtes qui sont en train de casser tous ces marchés-là, c'est le logiciel et c'est les développeurs. Ce qui se passe en fait, c'est que les coûts pour la construction du logiciel et les coûts pour la distribution du logiciel ont volé en éclats. Ça veut dire que ça ne coûte plus rien de développer des services logiciels sur le web ou sur le mobile. Marc Andreessen donnait l'exemple de son avant-dernière boîte, qui s'appelait LoudCloud, qu'il a lancé en 99-2000. Il a dit, quand j'ai lancé LoudCloud, en gros, avec les serveurs, les outils de développement, ça me coûtait 150 000 $ par mois. Rien que pour opérer le business. Donc il fallait lever de l'argent, il fallait embaucher des gens, c'était compliqué, c'était dur, il fallait maintenir soi-même un data center. C'est pas facile. Il a dit, si je devais monter LoudCloud aujourd'hui, outils de dev gratuits, PHP, Amazon Web Services, 1 500 € par mois. Donc le coût pour lancer un service, pour lancer une startup, pour lancer un truc quand même type LoudCloud, donc dans les data centers, est passé de 150 000 $ par mois à 1 500 $ par mois. Et ça, c'est une révolution. Même Microsoft donne les outils de développement gratuits. Qui utilise Visual Studio ici? Non mais, il y en a quand même. Venez me voir après. On fera un club. D'ailleurs, c'est gratuit Visual Studio. Avec BeSpark. Et l'autre révolution, c'est que la distribution du logiciel est quasiment gratuite. Imaginez, vous êtes en 1995, vous avez une boîte de logiciels, type AvantQuest. C'est une boîte française qui vendait des logiciels, qui vend toujours des logiciels dans des boîtes. Des utilitaires, des antivirus, des logiciels de photo. Vous vendez des logiciels dans des boîtes, à la FNAC, chez Carrefour, etc. Vous voulez vous lancer aux États-Unis. Il faut ouvrir un bureau aux États-Unis, ça coûte cher, il faut des avocats. Il faut trouver un patron aux États-Unis. Un Américain, il va vous enfumer, il va vous facturer plein de trucs, il va prendre une super voiture, ça coûte super cher. On ne sait même pas s'il est bon, parce que les bons patrons américains, ils bossent rarement pour les start-upers français. Il faut faire des deals, des partenariats, il faut passer du temps, ça coûte très très cher. Aujourd'hui, vous développez un service web, il est accessible de partout, vous lancez une application sur iOS, sur Android, en un clic, hop, aux États-Unis. Voilà. Le coût de la distribution, il est passé de plusieurs millions de dollars à 0. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a plus aucune friction à la distribution mondiale du logiciel. Donc ça crée plein d'opportunités pour les gens comme vous. C'est-à-dire qu'un type dans une cave à Paris peut devenir le roi du monde. Et il y a plein d'exemples comme ça, je vais vous en raconter quelques-uns après. Mais c'est ça les deux révolutions qui sont en train de se passer. C'est que le coût pour développer du code et créer des services tend vers 0, et le coût de la distribution du logiciel tend vers 0. Alors que c'était ça le principal frein à l'expansion des startups, notamment les startups françaises. Parce que c'est dur d'aller aux États-Unis. Alors je ne vous parle pas du Japon, je ne vous parle pas de la Russie, du Brésil. Là, en un clic, on choisit dans l'App Store où est-ce qu'on veut servir ses clients ou ses utilisateurs. Et on voit arriver depuis quelques temps ce qu'on appelle les super startups. C'est-à-dire qu'avant, les startups en France, il y a 10-15 ans, c'était souvent des startups dans le domaine de l'entreprise, base de données, CRM, des logiciels avec des coûts de licence importants. Aujourd'hui, on voit arriver ce qu'on appelle les super startups, c'est-à-dire des petites équipes avec 99% de développeurs, pas de gens comme moi, mecs comme moi, ça ne servent à rien, que des développeurs, qui font de la croissance, qui ont un reach mondial, qui servent des clients partout, qui embauchent des gens, qui vont en bourse, qui lèvent des fonds, qui sont très profitables. On appelle ça des super startups. Et ça arrive en particulier en Europe depuis quelques années, grâce à ce que je vous racontais tout à l'heure. Le coût du développement du software qui tend vers 0 et le coût de la distribution du logiciel qui est à 0. Quelques exemples. Si vous regardez sur Android, comme vous êtes tous sur Android, si vous regardez les top grossing apps sur Android aux États-Unis, ça a Clash of Clans, développé à Helsinki, Candy Crush, développé à Stockholm, Farm Heroes, développé à Londres, Payday, développé à Helsinki, et Pet Rescue, c'est développé à Barcelone. Donc les 5, et chacune de ces applis fait plus d'1 million de dollars par jour de chiffre d'affaires. Je vous raconterai après combien fait celle-là. Chacune de ces applis fait plus d'1 million de dollars par jour. Et la société qui fait ça, là, on va en parler après, elle n'existait pas il y a 5 ans. Donc les Européens, parce qu'ils sont bons, en particulier les Français, parce qu'on est bons,
on arrive à développer comme ça du logiciel qui intéresse des millions et des millions de personnes. Et on arrive à le distribuer partout, et en plus à le monétiser. Alors c'est souvent des jeux. Mais c'est quand même exceptionnel de se dire que sur un marché mondial où on se bat contre les Russes, les Américains, les Chinois, les Japonais, les Européens ont 5 sur 5 dans le top 5. Clash of Clans. Qui connaît Clash of Clans? Qui joue à Clash of Clans? Clash of Clans, c'est un jeu qui a été développé par une société qui s'appelle Supercell, à Helsinki, qui fait aussi le jeu Hay-Day. C'est une société qui avait essayé de faire des jeux sur Facebook. À l'époque, c'était des jeux en Unity, hardcore, sur Facebook. Ça ne matchait pas très bien, parce que les gens qui jouent aux jeux sur Facebook, à l'époque, c'était plutôt des femmes au foyer américaines de plus de 45 ans. Elles préfèrent jouer à des machines à sous sur Facebook. Et eux, ils se sont lancés et ça n'a pas marché. Et le patron, il a dit, en janvier 2012, il a dit, bon, maintenant, je pivote, je vais être le roi du hardcore tablet gaming. Ou hardcore tablet gaming. Donc il a dit, je vais faire des jeux comme les jeux que j'aime sur PC, mais je vais le faire pour les tablettes. Et je vais être le premier à le faire. Parce qu'il y a encore des gens qui se demandent si l'iPad est prêt pour ce genre de jeu, si c'est la bonne plateforme, etc. Et il a lancé Clash of Clans en juillet 2012. Donc avant ça, sa boîte faisait 0 de chiffre d'affaires. Vraiment rien du tout. Il a lancé la boîte début juillet. Il a lancé ce jeu dans l'App Store. Pareil. Distribution globale dès le premier jour dans l'App Store. Devinez combien de chiffre d'affaires il faisait par jour fin août. Au bout de 2 mois. Par jour. Combien? 10 000? 500 000. Par jour. 70 personnes. 90% de développeurs. Tous à Helsinki. Aujourd'hui, c'est un jeu qui fait à peu près 4 millions de dollars par jour. 18 mois après le lancement du jeu, il s'est fait racheter par SoftBank pour 3 milliards. Sachant que Nokia, connaissez Nokia, s'est fait racheter par Microsoft 4 milliards. Et Nokia, ça a plus de 30 ans d'existence. Donc le type, en 18 mois, il a réussi à créer 75% de la valeur de Nokia. Avec 2 jeux, donc Clash of Clans, qui est un super jeu. Pas un jeu social, malheureusement, mais c'est un super jeu. Et ça n'existait pas avant. Avant, une bonne start-up, année 1, elle faisait 1 million par an. Lui, il fait ça en 2 jours. Et c'est ça qui est beau. On voit ça dans le jeu, mais regardez des gens comme Waze, regardez des gens comme Sparrow. Vous vous souvenez de Sparrow en France? C'est une société financée par Xavier. C'était un client mail, un client Gmail pour Mac, qui coûtait 10 $ ou 5 $ à l'époque dans l'App Store, pareil. Société année 1 qui était déjà très profitable, très rentable en croissance, etc. On voit dans tous les secteurs des super startups comme ça. Il y en a une en France qui marche très bien, c'est Pretty Simple. Vous les connaissez eux ou pas? Alors eux, c'est vraiment... Je ne connais pas plus gros nerd en France que ces deux-là. Il n'y a pas plus. Lui, c'est Bastien, lui, c'est Corentin. Ils s'amusaient à faire des jeux, à faire des applications sur le web. Lui, il avait même essayé de faire du cinéma il y a quelques années. Et en 2007, ils ont vu Facebook lancer la plateforme et ils se sont dit, il y a un truc à faire là. Ils ont commencé à faire des jeux un peu débiles pour Facebook, où on lance des moutons, on devient un vampire. Enfin, ils testaient le truc, quoi. Mais ils ont vu l'opportunité tout de suite. Moi, quand j'étais chez Microsoft en 2007, quand Facebook a lancé la plateforme, je me suis dit, mais c'est pas une plateforme, c'est de la merde. Il n'y a personne qui va développer sur ça, il n'y a pas d'écosystème. Mais eux, ils avaient compris tout de suite, comme les mecs de Zynga. Ils ont compris tout de suite le potentiel en termes de distribution. Pouvoir passer comme ça de 0 à 500 millions d'utilisateurs très très vite. Ils ont vu le truc venir. Et ils ont fait 2-3 jeux qui ont plutôt bien marché, notamment un qui s'appelait My Shops, qui faisait 2-3 000 $ de chiffre d'affaires par jour. C'est pas mal pour une boîte qui a 30 personnes. Et il y a 18 mois, ils ont lancé un jeu qui s'appelle Criminal Case. C'est un jeu d'objets cachés, où en gros c'est CSI, quoi. On est un détective, on enquête, on cherche des objets, on mène des enquêtes, et toutes les semaines, un peu comme à la télé américaine, toutes les semaines il y a un nouvel épisode qui sort. Et ces petits mecs-là, ils sont juste à côté d'ici. Il faut absolument que vous les invitiez un jour à venir raconter leur histoire. En un an, ils ont réussi à avoir plus de 100 millions d'utilisateurs Facebook qui ont installé leur jeu. 100 millions d'utilisateurs en un an. Tous les jours, il y a 10 millions de personnes qui jouent à leur jeu. C'est pas mal quand même. 10 millions d'utilisateurs journaliers. Et c'est pas des mecs, ils viennent pas de famille, machin. Ils sont faits tout seuls parce qu'ils sont très très bons. Lui, le patron, là, il arrive tous les matins, il se met là et il joue à Tetris pendant 1h30. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où il manque pas Tetris. Et il est bon parce qu'il est à fond dans son truc. Il connaît bien les jeux parce qu'il joue aux jeux. Et 100 millions d'utilisateurs en un an, 10 millions d'utilisateurs par jour.
Et la boîte, c'est le record absolu en France, toute l'histoire des startups. En croissance, en profitabilité. Ils embauchent 100 personnes l'année prochaine à Paris, 100 personnes, majoritairement des développeurs, des designers. Et ils ont 40 millions de fans sur Facebook. La plus grosse page française au Brésil, c'est Criminal Case. Plus gros qu'LVMH, plus gros que L'Oréal, plus gros que toutes les marques françaises. Donc c'est une belle histoire aussi. C'est une super start-up fabriquée en France. Et il y en a plein d'autres. Si je reviens sur cette idée du software qui est en train de bouffer le monde, comme on dit chez Facebook, on dit que this journey is one person finished. Ça veut dire que c'est que le début. C'est-à-dire que là, on a vu cette révolution arriver, notamment grâce à Facebook, grâce à iOS, grâce à Android, dans le domaine du jeu, parce qu'il y a plein de passionnés, et puis en général, les gamers sont les premiers à jeter sur une nouvelle plateforme. Regardez Mac, regardez iOS, regardez Windows, c'est toujours les gamers qui sont les premiers à se jeter comme ça quand il y a des nouvelles plateformes, des nouveaux terminaux. Et ça va se passer dans tous les autres secteurs. Dans les médias, regardez ce que fait Deezer, dans le travel, regardez ce que fait Airbnb, dans l'e-commerce. On est qu'au début de cette révolution-là. On n'est qu'au début. Il va se passer plein de choses. Et vous avez de la chance d'être là aujourd'hui parce que vous allez pouvoir bénéficier de ça. Moi, je suis né 10 ans trop tôt et je n'ai pas fait la bonne formation. Mais vous êtes au bon endroit, au bon moment pour bénéficier de ça. Et le plus gros talent, le plus gros problème de l'industrie, vous savez ce que c'est? C'est de trouver des développeurs. C'est le truc le plus rare sur le marché. C'est facile de trouver un directeur financier, c'est facile de trouver des mecs comme moi, des gens qui font du business développement, mais trouver des bons développeurs, c'est extrêmement difficile. Et en plus, en France, pendant des années, on vous a expliqué qu'être développeur, c'est pas super, quoi. C'est pisser du code. Il valait mieux être consultant ou bosser dans des SS2I. Donc on part d'un écosystème qui est défavorable. Et heureusement qu'il y a des initiatives comme 42 parce que c'est en train de faire changer la perception. Mais aujourd'hui, le principal problème, toutes les boîtes, de Facebook à Accor, en passant par la Fnac, au monde, c'est de trouver des développeurs et trouver des bons développeurs. C'est une denrée extrêmement précieuse, extrêmement rare. Et du coup, les gens sont prêts à payer très très cher pour embaucher les bons développeurs. Et vous avez de la chance, vous êtes au bon moment, au bon endroit. C'est une mondialisation qui est favorable aux développeurs français, parce que les développeurs français sont bons. Je vous ai raconté quelques exemples de hackers, entrepreneurs français qui ont réussi. Et encore une fois, c'est assez fascinant de voir qu'en France, les gens qui ont réussi à créer des boîtes de tech, consumer, viennent de rien, viennent de nulle part en fait. Ce pas des gens qui ont des écoles ou des familles, c'est des gens qui viennent de nulle part. Et les grandes boîtes françaises dans la tech, c'est aussi vrai de Dailymotion par exemple, ont été créées par des gens qui viennent de nulle part. Et en France, on est bon là-dedans. On est bon en code. Et les bons développeurs français font souvent de bons entrepreneurs. Le problème, c'est qu'avant, comme ils n'étaient pas très bons en marketing, ils ne pouvaient pas percer. Mais comme aujourd'hui, le marketing, on s'en fout, c'est pas important. Il suffit juste de mettre son logiciel au bon endroit et après de faire ce qu'on appelle du growth hacking. C'est une opportunité énorme pour les développeurs français. Donc ça veut dire que c'est une mondialisation où le monde est plat. On se bat contre les Russes, on se bat contre les Japonais, on se bat contre les Américains, mais qui est favorable aux développeurs français parce qu'on sait fabriquer en France des bons développeurs. Par la voie académique, parfois, il y a des très bons mecs à Polytechnique, ou par la voie des autodidactes. Des gens comme Xavier qui sont faits tout seuls, devant l'ordinateur, dans le dur. Et c'est ça qui est beau. Donc c'est un contexte qui est favorable aux développeurs français. Et c'est pour ça que, à mon avis, on va voir arriver plein d'autres histoires comme Deezer, comme Participle et autres qui seront développées à partir de France. Il m'arrive d'aller souvent en Russie, travailler avec l'écosystème Facebook en Russie. Un bon développeur iOS aux États-Unis, ça coûte à peu près entre 120 et 150 000 $. Pareil pour Android. Devinez combien ça coûte un bon développeur iOS en Ukraine ou en Russie? Je parlais par an, ça coûte entre 10 et 15 000 $. Et quand on a entre 10 et 15 000 $ par an en Ukraine, on peut s'acheter une voiture, on peut s'acheter une maison. On est bien payé. Donc ça veut dire que les Américains, les gens chez Zynga par exemple dans le jeu, qui paient à leurs développeurs 150 000 $, ils se battent contre les Ukrainiens, qui sont aussi bons parce qu'ils ont des super écoles de maths et des écoles d'informatique, ou parce que les mecs sont des autodidactes, mais qui sont payés 10 fois moins. Donc le coût de structure est complètement différent. Et en plus, le développeur ukrainien, il n'a pas les distractions qu'a le mec dans la Silicon Valley. Il n'est pas appelé toutes les 2 minutes par la startup du coin qui veut l'embaucher. Il n'est pas toute la journée à lire TechCrunch. Il prend son téléphone, il regarde combien il y a dans l'App Store et il veut niquer tout le monde. Mais c'est ça qui est beau. Avant, ce n'était pas possible, le monde n'était pas plat. Là, j'ai montré le top 5 Android. Si vous élargissez au top 50, il y aura au moins 10 applications russes ou ukrainiennes. Pareil, si je regarde le top 10 des partenaires Facebook en Europe, il y a la moitié qui est basée à Tel Aviv.
Parce que le marché israélien, il est trop petit. Donc les boîtes israéliennes, elles se développent dès le départ vers l'international. Et le développeur israélien, il n'est pas là pour être le roi en Israël ou le roi en Middle East. Il va être le roi partout. Donc il y a une super compétition qui est en train de se mettre en place et qui est favorable à l'Europe. Et moi, je trouve qu'elle est favorable à la France. Parce que grâce à ce que vous faites là, on est en train de créer des générations de super développeurs et des gens qui savent que le développement, c'est important. C'est tout pour ma présentation. Je voulais juste finir par trois choses. La première, c'est qu'on recrute. N'oubliez pas, on cherche beaucoup de stagiaires. La deuxième chose, c'est que si vous êtes bon dans ce que vous faites, si vous êtes des bons développeurs, ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Et ne le faites pas gratuitement. Créez vos boîtes ou associez-vous avec vos potes, tentez des trucs. Mais quand on a un talent comme ça, quand on a un don, et moi j'ai pas ce don-là, j'ai jamais réussi à accrocher le truc. Mais quand on a un talent comme ça, et quand on voit le champ des possibles et le potentiel, et surtout les exemples et les prédécesseurs que vous avez en France, il faut l'utiliser. Alors je ne suis pas en train de vous dire quand on est développeur, il faut gagner de l'argent. Je vous dis quand on est développeur, il faut l'utiliser pour soi-même et être indépendant, pas bosser pour les autres. Pour moi, un des drames en France, c'est de voir les super bons développeurs aller bosser en SS2I. C'est un drame quand on voit ça. Je ne souhaite vraiment pas de suivre ce chemin-là. Un jour, j'ai su le CV d'un mec chez Facebook. Il a fait Normal Sup. Il a un diplôme en physique quantique. Il était développeur. Je ne sais même pas ce que c'est la physique quantique, mais je pense que c'est un truc super dur, quoi. Et le mec, aux États-Unis, il aurait été chez Microsoft, chez Facebook, chez Google, il aurait créé sa boîte, il aurait été à Y Combinator, on lui aurait dit viens, fais des trucs, quoi, tente quelque chose, quoi. En France, il faisait de l'audit de systèmes d'information au BCG. Vous savez ce que c'est l'audit de système d'information? Bon, vous avez de la chance. BCG, c'est super. Mais quand on a fait normal, quand on a un doctorat en physique quantique, qu'on sait coder, on ne fait pas de l'audit de système d'information. C'est pas possible. Il n'a pas été mis sur la bonne voie. Il n'a pas eu la bonne rencontre. Et la chance qu'il a, c'est qu'il a fini chez Criteo, qui est une super boîte, où les développeurs sont bien traités. Mais c'est anormal, cette situation. J'imagine. J'ai pas bossé chez Criteo. Mais je sais que les fondateurs de Criteo sont pareils, sont deux entrepreneurs, hackers, développeurs. Donc deux choses, si vous savez faire du code, faites-le pour vous. Et trois, évitez les SS2I. Quand je vois un bon développeur en SS2I, c'est comme si je voyais un pilote de Formule 1 avec une 2 chevaux. C'est vrai? C'est vrai, non? Si vous savez faire ça, si vous savez coder, faites-le pour vous-même, faites-le, créez votre boîte avec vos amis, ou allez bosser pour des gens qui vous inspirent, des gens comme ça, mais n'allez pas faire de l'audit de système d'information dans des SS2I. C'est pas fait pour vous. Voilà, je sais pas quelle heure il est, on a le temps pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez dit que tout à l'heure que vous étiez épicier, ça correspond à quoi exactement? Ah, épicier, c'est quand on n'a pas fait une école d'ingénieur. Moi, quand j'ai fait mon choix de carrière, en gros, il y avait ceux qui allaient faire maths sup, je ne sais plus comment on les appelait, il y a un nom très valorisant, très technique, et pour ceux qui ne faisaient pas maths sup, qui faisaient du commerce, comme moi, on les appelait les épiciers. Donc je suis un épicier. Et vous, si vous faites du code, vous n'êtes pas des épiciers. Je ne sais pas si c'est mieux d'être épicier ou pas, mais on se définissait par défaut par rapport à ceux qui savaient faire l'ingénierie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez appris des choses? Bien. Est-ce que vous allez postuler chez Facebook? Il y a MySpace qui embauche. C'est vrai en plus. Ouais. Vous dites qu'en France, il y a une mobilité sociale qui est permise par le code et que c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Mais en même temps, on a quand même l'impression que le code, c'est un tremplin. Enfin, au mieux, c'est un tremplin pour accéder à des postes de développement ou des postes de CEO dans le meilleur des cas. Mais finalement, c'est le travail que vous faites. Je veux dire, un très bon développeur qui lance une startup qui marche très bien, il ne reste pas développeur. Ouais. Donc, vous dites que les startups qui marchent, il y a 99% de développeurs, etc. Mais on a quand même l'impression que c'est pas l'aboutissement, y compris aux États-Unis. Non, quand je parle d'ascenseur social, je parle de la couche en dessous, en fait. Il y a des gens en France, ils veulent travailler en banque,
et ils n'ont pas la bonne couleur de peau, ils n'ont pas la bonne religion, ils ne pourront jamais rentrer dans une banque. Jamais, jamais, jamais. Ben, dans le logiciel, il n'y a pas ça. Mais le logiciel enlève cette friction-là, enlève ces barrières-là. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Ouais. Moi, j'ai bossé chez Microsoft. Chez Microsoft, on faisait ce qu'on appelle de la discrimination positive. C'est-à-dire qu'on faisait rentrer des gens qui n'auraient pas été pris dans les autres boîtes. Parce qu'il faut de la diversité. Et Microsoft avait compris ça. Si vous allez à Seattle chez Microsoft, vous allez voir plus d'Indiens et de Chinois que d'Américains. Et c'est ça qui est beau. C'est que c'est plat. Il n'y a pas ceux qui sont nés au bon endroit, etc. Et le logiciel fait sauter toutes ces barrières-là. Donc je ne parle pas une fois que le type il a accès à l'ordinateur et qu'il laisse son talent, s'il est bon, hein. S'il est mauvais, il faut qu'il échoue. Mais s'il est bon, il aura le moyen de s'exprimer. Il aura le moyen de prendre le tremplin. Mais le logiciel, en tout cas, à la base, enlève ces frictions-là. Et il y a ça, moi, peut-être dans le foot et dans le rap, il n'y a pas ça dans beaucoup d'industries. Je vais faire un tout petit peu de provoque, mais ouais. vous avez travaillé chez Microsoft. Ouais. Vous pensez que la domination de Microsoft sur le marché des systèmes d'exploitation, ça relève de la méritocratie? Non. Non, mais le fait que Bill Gates soit devenu Bill Gates, ça relève de la méritocratie. Après, Microsoft a gagné pendant un moment, parce qu'aujourd'hui Microsoft est plus dominant, en tout cas dans le consumer, il n'est pas dominant sur le téléphone, pas dominant dans le search, a gagné parce qu'ils avaient des bons développeurs, peut-être pas les meilleurs, mais qu'ils avaient une agressivité commerciale que les autres boîtes n'avaient pas. Ils n'ont pas forcément inventé, mais ils ont bien copié, et ils ont pu être très patients. Très très patients. Il a fallu quand même 7 ans pour avoir un Windows présentable. 7 ans. Mais ils ont pu faire ça parce qu'ils avaient vu les opportunités avant sur Mac. Microsoft, avant de lancer Windows, était un des premiers éditeurs d'applications sur Mac. Ensuite, ils ont fait le deal avec IBM. Vous connaissez l'histoire du deal de Microsoft avec IBM? Non? Vous la connaissez? Je la raconte? C'est le plus beau deal de l'histoire du logiciel. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait Apple, avec l'Apple II, qui cartonnait. C'était l'ordinateur vraiment mainstream que tout le monde avait, quoi. Et IBM voulait lancer son concurrent, hein. Donc on voulait lancer un personal computer. Mais ils se sont dit, on sait faire le hardware. Et pas tout le hardware, parce qu'ils achetaient les puces chez Intel. Il faisait le hardware. Il leur fallait un bout de software, il leur fallait un operating system. Ils ne savaient pas faire un operating system. Et ils ont appelé les deux boîtes qui faisaient un peu de logiciel à l'époque aux États-Unis, un mec dans la Silicon Valley et Bill Gates à Microsoft. Le mec dans la Silicon Valley, il a pris IBM de haut, il a dit « je suis pas là, revenez me voir », etc. Enfin, il a loupé un deal à plusieurs centaines de milliards de valorisation. Et Bill Gates allait les voir, et il leur a dit, IBM a dit « moi j'ai besoin d'un operating system », et Bill Gates a dit « mais pas de problème, moi j'en ai un, je vous le fais l'operating system, c'est hyper facile ». Et derrière on fait du licensing, et en plus il a été génial parce qu'il a fait un accord de licensing qui lui permet de le licencier à d'autres concurrents d'IBM qui sont arrivés après, comme Compaq, comme HP. Le problème c'est qu'il n'avait pas d'operating system. Il n'en avait pas. Il est entré à Seattle, il a été voir un mec, un petit développeur, qui avait développé un truc qui s'appelait DOS, Dirty Operating System. Vraiment. C'était une espèce de draft, une bêta, quoi. Et il lui a filé $50 000 et il a pris le bout de code. Et il a revendu à IBM. À chaque fois qu'il y avait un PC vendu, il y a Microsoft qui touchait derrière. Donc il a eu le Bill Gates, le génie, de faire ce genre de deal. Que le type dans la Silicon Valley, parce qu'il a pris IBM de haut, il n'a pas pu faire. Et c'est ça qui a amené Microsoft là où ils étaient, là où ils sont. Et est-ce que vous pensez que Microsoft aujourd'hui est dans une bonne posture? Parce que j'ai lu un article de Paul Graham dont vous parliez tout à l'heure qui disait Why Microsoft is dead, et qui disait que Microsoft était sur le point de rater la révolution des nouvelles, du mobile entre autres, et que a priori, sauf gros changements, c'était cramé pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, c'est bien de lire Paul Graham. Il faut lire Paul Graham. J'espère que vous lisez tous Paul Graham. C'est encore une fois un hacker qui a réussi. Et qui a réussi à recréer un écosystème dans la vallée, de faire émerger des talents, etc. Enfin, nous, on rachète beaucoup de boîtes qui viennent de Y Combinator. Et on adore les développeurs qui passent par Y Combinator, qu'ils aient réussi ou pas. Et Paul Graham, c'est le mentor de tous ces gens-là. C'est le patron de Hacker News. Vous connaissez Hacker News? Il faut que ce soit votre page d'accueil, Hacker News. Après 42.fr. Ah. La question c'était, est-ce que Microsoft... Non, ce qui est quand même formidable et que les gens ne voient pas, c'est que dans le monde de l'entreprise, tous les jours Microsoft gagne. Contre IBM, contre Oracle, contre Salesforce, tous les jours. Microsoft a quasiment doublé de taille en 7 ans, en chiffre d'affaires et en profitabilité.
Donc dans le monde de l'entreprise, des serveurs, des bases de données, d'Exchange, etc., même Office, Windows, Microsoft gagne des parts de marché, fait de la croissance, très belle croissance pour une boîte qui a plus de 30 ans. Mais dans le consumer, donc le mobile, le search, Xbox ça va plutôt bien, mais pour le reste c'est très très dur. Donc a priori, si on regarde la façon dont ce qui s'est passé dans le passé, moi je parierais sur une IBMisation de Microsoft. Une société qui fera moins de consumers, mais qui fera énormément d'entreprises, et notamment de cloud. Donc ça ne veut pas dire Microsoft ne va pas mourir. Les gens qui disent Microsoft va mourir sont fous. C'est une boîte qui fait 30 milliards de bénéfices par an, et qui fait entre 15 et 20% de croissance. J'aimerais bien mourir et avoir ce con de résultat-là. Microsoft ne va pas mourir, mais ils vont peut-être devoir choisir entre l'entreprise et le consumer. Et Microsoft s'est lancé au début comme l'entreprise consumer. Ensuite, on leur a dit, vous ne savez pas faire l'entreprise. Ils sont devenus une entreprise qui faisait de l'entreprise, l'entreprise software. Et maintenant, on leur a dit, les mecs, il faut redevenir une entreprise de consumer. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas les mêmes talents, ce n'est pas les mêmes équipes. Aujourd'hui, un développeur qui est passionné de base de données, bah, il va chez MongoDB ou il va chez Microsoft, quoi. Un type qui est passionné de mobile, il ne va pas chez Windows Phone. Qui a un Windows Phone? Vous l'avez payé? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Vous parlez de l'importance du software par rapport au hardware. Est-ce qu'on peut, pour autant, totalement s'en séparer? Je pense au rachat de l'Oculus Rift par Facebook dernièrement. Et peut-être justement une vocation, je sais pas si vous pouvez même nous en parler, mais de se rediriger un petit peu vers des choses qui sont un peu plus physiques malgré tout. Et est-ce que ça vaut le coup de négliger le hardware et vraiment penser software, ou il faut être à mi-chemin entre les deux? Je ne suis pas le placé pour en parler parce que je ne comprends pas le hardware. Vraiment. C'est un business que je ne comprends pas, c'est compliqué. Et en plus, chez Facebook, on parle toute la journée d'être une cross-plateforme, c'est-à-dire de faire aucune différence entre iOS, Android et le web, quoi. Donc on essaie de se détacher de hardware au maximum. Et c'est vrai que si on regarde en tout cas les acquisitions ou les introductions en bourse récentes, Candy Crush, vous jouez à Candy Crush ou pas? Vous savez combien ça vaut Candy Crush en bourse? 7 milliards. C'est un jeu qui n'existait pas il y a 2 ans, en tout cas sur Facebook ni sur mobile. Ils font 6,5 millions de dollars par jour, Candy Crush. Candy Crush, voilà, c'est le plus beau bout de logiciel, en tout cas le plus utilisé en ce moment. C'est sur iOS et sur Android. Derrière, il y a une base de code pour chacune des plateformes, mais il y a quand même un certain savoir-faire. WhatsApp, c'est pareil. C'est du cross-platform. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de valeur à se détacher du hardware. Après, il y a les fanatiques des objets connectés et tout ça, mais je comprends pas ces marchés-là. Je sais pas ce qui va se passer du tout. Enfin, je sais pas ce qui va se passer en général, mais il y a beaucoup de gens qui parlent d'un retour du hardware. Parce que du coup, le rachat d'Oculus détonne totalement avec ce que vous êtes en train de dire. Parce que ouais. Ouais. C'est pour ça que je suis pas PDG de Facebook. C'est que j'ai pas ce genre de vision. Mais le Oculus, c'est vrai que c'est un pari sur la next computing platform. Regardez la note de Mark Zuckerberg sur sa timeline où il explique pourquoi il a racheté la boîte. Mais c'est un pari à très long terme. Ouais. On a pas mal parlé donc, vers la fin des années 2010 de l'effort qui était assez gigantesque pour Facebook, justement de faire donc, ce virage vers le mobile, vu que donc, Facebook à l'origine est une plateforme qui est très très loin d'être mobile first. Et à votre avis, que serait Facebook sans avoir fait donc, ce gigantesque effort vers le mobile? On vaudrait un dixième de ce qu'on vaut là. Et on se serait fait bouffer par des Instagram ou des WhatsApp, quoi. C'est vrai que on est allé en bourse il y a 2 ans en faisant 0% de notre chiffre d'affaires sur mobile. Alors qu'au même moment, et ça tout le monde vous le dira, on voit que l'utilisation des services web comme Facebook baisse sur le web, mais explose sur mobile. Donc nous, on voyait le truc arriver, sauf qu'on ne faisait pas d'argent sur mobile, on ne savait pas comment on utilisait le mobile. Et en plus, on avait fait le pari d'HTML5. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'application Facebook et de ce que disait Facebook aux développeurs il y a encore 3 ans, c'était HTML5, HTML5, HTML5. C'est-à-dire démarquez-vous des App Store et passez HTML5. Donc au final, on avait une application d'HTML5 que les gens détestaient. On se faisait détruire dans l'App Store, c'était lent, ça ne marchait pas, et on ne faisait pas de chiffre d'affaires sur mobile. Et puis Zuck
un jour a dit bon, on bascule sur le mobile, quoi. Et tous les ingénieurs qui sortaient de Bootcamp, c'est ce que font tous les développeurs quand ils commencent chez Facebook. C'est 2 mois en immersion totale à faire du code pour n'importe quelle équipe. Tous les ingénieurs qui sortent de Bootcamp, on les met tous sur mobile, tous. Et les bons, il les a mis sur mobile pour développer une application Facebook native déjà que vous pouvez utiliser aujourd'hui, et aussi pour développer un modèle de monétisation sur mobile. Et aujourd'hui, 1 an et demi après ça, le mobile, c'est 53% de notre chiffre d'affaires. On a 1,2 milliard d'utilisateurs de Facebook actifs tous les mois. Il y en a 1 milliard qui est sur mobile. Aujourd'hui, si vous demandez à Zoc ce qu'il ferait, s'il crée Facebook aujourd'hui, ce serait uniquement une appli mobile. Il n'y aurait même pas de site web. D'ailleurs, tous les entrepreneurs, je ne sais pas si vous traînez dans ces écosystèmes-là, tous les entrepreneurs que je rencontre, ils sont soit mobile only, soit mobile first. Il n'y a plus beaucoup de valeur à développer sur le web parce que ce n'est plus une plateforme qui est en croissance. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans la poche, connecté avec une carte bleue. Donc pour les gens comme Clash of Clans, ou pour les gens comme Sparrow, ou les gens comme Waze, ou Pretty Simple, c'est une opportunité géniale, quoi. Ça n'a jamais été aussi facile de distribuer et de monétiser du logiciel qu'aujourd'hui, et c'est grâce au mobile. Mais on a eu chaud, on a eu super chaud. Il y a plein de boîtes qui n'ont pas réussi à prendre ce virage-là. Qui fait du dev iOS ici? Android? Ok. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Pas sur Microsoft. Non, c'est pas Microsoft. Non, une question très simple, comme conseil de carrière, si on est aujourd'hui à 42, on est sur le point de finir notre première année, Ouais. on ne sait pas du tout vers quoi s'orienter, vous recommanderiez quoi? Le mobile, direct? Ouais, je dirais mobile dans une start-up à l'étranger. Et vous allez trouver très facilement. À l'étranger, où ça? Menlo Park, ouais. Non, mais c'est vrai, faut viser la Californie ou Seattle ou Londres. Il y a plein de boîtes à Londres qui recrutent des développeurs, mais c'est vous qui avez le choix. Hein. C'est pas les boîtes comme moi qui ont le choix. C'est vous qui allez choisir, en fait. Hein. Donc ouais, faire un stage mobile. Alors je sais, on me dit que pour un développeur, coder pour mobile, c'est pas aussi intéressant que coder pour le web. C'est vrai ou pas? Mais ouais, si j'étais comme vous, fin de première année, j'irais faire un stage dans une start-up, idéalement. Un truc où vous allez bosser 20 heures par jour, bouffer de la pizza et du coca, avec des mecs qui ont la même passion, pour faire une application que votre grand-mère pourra tester sur son iPad. Mais c'est bien d'avoir ce choix-là. En tout cas, c'est un choix de carrière qu'on ne pourra pas vous reprocher. Personne ne vous dira c'est nul d'avoir été à l'étranger et c'est nul d'avoir fait du mobile. Personne ne vous dira ça. Alors que le type qui reste en France, qui va aller dans la SS2I, faire de l'audit de système d'information ou coder un logiciel qui fait de la maintenance de Firefox, machin, nul, quoi. Non, la robotique, c'est du software. Hein. Non. Et moi, si c'était à moi de choisir, encore une fois, je suis un épicier, donc je pense à des choses. On n'a pas forcément le même centre d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le business du software. Je pense que vous l'avez compris. C'est pas la beauté du code, c'est le business du soft, la monétisation du software. Parce que ça permet à des gens d'émerger. Mais si je faisais ce choix-là, j'irais dans cette filière-là, parce que, encore une fois, un bon développeur iOS sorti d'école, c'est 100 000 $ dans la Silicon Valley. Donc ça permet d'être indépendant, et après un jour de créer sa boîte, ou d'investir dans les boîtes des autres. Mais mobile, déjà étranger, personne ne nous reprochera, et mobile, c'est ce que tout le monde a besoin en ce moment. Il y a plein de boîtes en France qui devraient... Regardez le nombre de boîtes d'e-commerce en France qui ont des applis natives. Tout le monde dit le mobile est en train de bouffer le monde, comme le software. Et pourtant, il y a plein de gens qui n'ont pas encore d'appli mobile, pas d'appli native sur lesquelles on peut acheter. Ils ont des applis, vitrines ou je sais pas quoi. Une boîte comme Vente Privée, c'est 40% de leur chiffre d'affaires sur mobile. Mais il y a des concurrents de Vente Privée, ils n'ont pas d'appli mobile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de développeurs ou alors qu'ils passent par des agences. Un peu comme on faisait faire son site web par une agence il y a 10 ans parce que il fallait en avoir un et c'était pour rigoler, quoi. Aujourd'hui, le mobile, c'est stratégique. Il faut monétiser le mobile. Il faut monétiser le mobile et réussir à trouver son modèle économique sur mobile. Donc il faut avoir ça en interne. Ouais.
Moi, ce que j'ai retenu tout à l'heure sur votre quiz de célébrité qu'on n'a pas bien réussi, c'est que tout le monde, tous les développeurs aient commencé pirates jeunes en autodidacte. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour nous qui commençons moi, j'ai 22 ans, donc j'ai plus l'âge de commencer en autodidacte et de lancer quelque chose du genre, et faire quelque chose qui changerait la face du coup de l'informatique, comme a fait Bill Gates en partant comme ça, en quittant les études rapidement. Est-ce qu'il y a la place encore pour nous pour faire quelque chose du genre? La différence entre ces gens-là et vous, c'est que eux, ils ont eu cette rencontre avec la programmation très tôt dans leur vie. Mais on peut l'avoir à 20 ans, on peut l'avoir à 40 ans, on peut l'avoir à 50 ans. Pour moi, c'est pas du tout bloquant. Ouais, non, mais depuis tout à l'heure, ils ont tous 20 ans, et ils ont changé tout. Maintenant, c'est du Candy Crush ou autre. Ouais. Il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps avec un graphe des patrons, à quel âge ils ont lancé leur start-up. Ouais. Je sais plus. Et 20 ans, personne ne le fait, quoi. Si tu regardes, il y en a 30, il y en a 40, il y en a 50. C'est pas du tout. La vie n'est pas finie. Voilà, on entend que parler d'eux. C'est pour ça, moi, je me dis, j'ai loupé une étape ou quoi que ce soit. Non, mais je pense que ceux qui ont commencé tôt, comme le mec de WhatsApp, comme Bill Gates, comme Zuckerberg, une fois qu'ils sont rentrés dedans, ils ne pouvaient pas faire autre chose, quoi. Ils ne voulaient pas aller à l'école, ils s'emmerdaient. Ils n'ont pas eu le choix, en fait. C'était plus fort qu'eux. Ils voulaient coder, ils voulaient résoudre des problèmes, etc. Mais on peut avoir cette rencontre avec la programmation à n'importe quel âge. Et après, la création d'entreprise aussi. Le type de WhatsApp, il a créé sa boîte à 35 ans. Alors que dans la Silicon Valley, on dit à 35 ans, vous êtes foutu. Bah non, c'est pas vrai. Ça va, vous n'êtes pas trop vieux. Vous avez de la chance d'avoir rencontré la programmation. C'est énorme. Bonjour, j'ai une question en fait dans la continuité. Parce que il y a quelques semaines, on a quelqu'un qui est venu nous parler de ce qu'on pouvait faire après 42. Et il nous avait fait remarquer justement que parce que moi j'ai quasiment 30 ans, et il avait dit quand vous avez la trentaine, de toute façon vous êtes fini parce que, limite fini parce que vous allez commencer, on va pas vous embaucher parce que c'est l'âge où vous commencez à avoir une famille et tout. Et en fait, je trouvais ça un peu con comme remarque. Et je me demandais si vous étiez d'accord avec ça, parce qu'à 22 ans, c'est quand même super jeune. Non, bizarre, c'est, 30 ans, qui a dit ça? Oui. C'est pour ça. Un mec déteste de se dire, ouais, effectivement. Non, mais venez chez Facebook. Non, c'est fou de dire ça. Parce que c'est vrai que, en plus, je suis une fille, donc je me dis, déjà, on nous balance souvent, vous allez voir des enfants, des conneries comme ça, et on se dit, mais non, pas forcément. Et... Non, c'est n'importe quoi. D'accord, ok. Enfin, dans les boîtes, à mon avis, les boîtes où vous avez envie de travailler, les boîtes qui vont vous inspirer, ce qui compte, c'est le potentiel des gens, c'est pas leur âge, leur situation, est-ce qu'ils ont envie d'avoir des enfants. S'ils ont envie d'avoir des enfants, et c'est tant mieux, c'est une super bonne nouvelle. Nous, on embauche des femmes qui sont enceintes, même si on sait qu'elles vont perdre 3-4 mois, elles vont pas bosser pendant 3-4 mois, c'est pas grave, c'est bien d'avoir des enfants. Mais je sais pas qui a dit ça, mais c'est fou de dire ça. C'est des réflexes d'anciennes boîtes où on se dit, oh là, je vais l'embaucher, déjà il a de la chance. En plus, il va partir, donc du coup, je vais perdre du temps. Alors qu'il faut se dire, non, s'il part, c'est pour une bonne nouvelle. Et en plus, il va revenir chez moi. Donc c'est une deuxième bonne nouvelle. Donc mes salariés sont contents. Chez Facebook aux États-Unis, malheureusement pas en France, le congé paternité, il est illimité. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, vous pouvez partir autant de temps que vous voulez. Ouais. Mais les gens reviennent. Ils sont contents de savoir qu'on leur fait confiance. Pour les mères. Pas pour les pères. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, merci beaucoup alors. Merci d'être venu. J'espère que ça vous a plu.